Merci d'être présent pour ce webinaire sur la santé mobile et les tests mobiles. C'est un sujet d'actualité. Il y a encore la semaine dernière, il y avait un forum organisé par le GMED et il y avait une intervention sur les logiciels et en particulier les applications mobiles. Donc le timing sur ce type d'exercice est assez serré. Donc je vais donc enchaîner pour qu'on essaye de rester dans le créneau horaire qu'on avait défini. Alors. Donc on va commencer la présentation, il y a architecturé en deux volets. Un volet sur le contexte réglementaire et un volet sur l'outil Mobile Center qui permet de proposer une solution en termes d'efficacité pour répondre à ces enjeux réglementaires, car très souvent, les enjeux réglementaires riment avec une charge de travail supplémentaire. Donc exigences et enjeux. Donc quelques exemples d'applications médicales mobiles. Hein, on voit fleurir aujourd'hui tout un ensemble, je dirais, d'applications. Pourquoi? Parce que l'application, et notamment les applications mobiles, participent à l'enrichissement de l'expérience utilisateur et notamment l'expérience du dispositif, mais également l'expérience, je dirais, du médicament. Et le logiciel, comme c'est quelque chose d'assez facile à modifier, on a un développement très important de ces applications mobiles. Et dans ces applications mobiles, on est aussi de plus en plus près du patient, donc on aussi la proximité, peut-être même voir le circuit de vote en étant au plus près du patient, puisque surtout les jeunes générations, voilà, ont leur téléphone avec eux au plus près quasiment toute la journée. Donc, il se trouve que ces applications mobiles, elles ont un impact sur la santé et que jusqu'à présent est passé un petit peu sous le radar des inspections. Les choses sont en train d'évoluer. Alors, ce qui montre que les choses évoluent, c'est la prolifération, je dirais, de directives, de guides, aussi bien au niveau européen qu'au niveau FDA. Hein. On a même en France une étude qui est vraiment très bien faite sur la sécurité des dispositifs médicaux, une étude récente de la NSM qui va traiter, je dirais, de la sécurité associée aux logiciels dans le monde des dispositifs médicaux, avec tout un ensemble de normes, des statistiques également sur les effets indésirables qui ont été remontés. C'est extrêmement intéressant. Donc, dans le MedDev, vous avez également des évolutions sur la classification du logiciel. Et pour ce qui est des applications mobiles, la FDA, qui est aujourd'hui un petit peu aussi comme la NSM, sous la vague de l'ensemble de ces applications, a sorti un guide pour aider les gens à s'y retrouver dans l'ensemble des applications mobiles, notamment pour distinguer les applications mobiles qui sont plutôt du ressort, je dirais, du bien-être, et plutôt des applications mobiles qui sont de l'ordre du dispositif médical. En faisant le distinguo également sur les applications qui stockent des informations par rapport à des applications mobiles où on a un algorithme qui va rentrer dans la définition qu'on va voir juste dans les slides suivants. Donc, ce qui est clair, ce qu'il faut retenir, c'est que le logiciel est dans le radar des organismes notifiés, de la FDA, et que les applications mobiles, à ce titre, n'y échappent pas. Alors, mais aujourd'hui, la directive qui fait foi
encore en 2016. Donc c'est la directive pour les dispositifs médicaux, hein, la 93-42. Et pour définir en fait si un logiciel est un dispositif médical ou non, eh bien il faut revenir aux basiques des exigences essentielles, à cette définition, hein, qui est, je pense, dans les tout premiers articles, hein, l'article premier, pardon. Donc tout instrument, appareil, équipement, logiciel, article ou autre article utilisé seul ou en relation, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins de diagnostic et ou thérapeutique, est nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à utiliser chez l'homme à des fins. Donc c'est ça qui est vraiment important, diagnostic, prévention, contrôle, traitement, atténuation d'une maladie. Bon, je vous laisse continuer sur les autres, je dirais, définitions. Donc en fait, logiciel, quand il revendique participer à un diagnostic, à de la prévention, à un contrôle ou un traitement, il est considéré comme un dispositif médical. Et donc, ne serait-ce que les applications mobiles qu'on a vues, qu'on a illustrées tout à l'heure, pour du contrôle, je dirais, de glycémie ou un algorithme pour aider le patient dans son traitement, ça tombe très très rapidement dans le dispositif médical. Hein. Sans compter les gens qui, sur un dispositif médical classique, se rendent compte que le logiciel, un bout de logiciel qu'ils avaient développé comme ça, qui ne faisait pas l'objet d'une démarche qualité, se disent ah ben zut, oui, ça devient vraiment, ça fait partie aussi du dispositif médical, et il prend la même classe, d'accord, que l'équipement lui-même. Donc ça, c'est le document de référence, hein, l'article premier de la directive, et puis on a quelque chose de similaire pour les in vitro. Dans la nouvelle directive qui va apparaître, qui devrait rentrer en application à partir de 2019, hein, si tout va bien, on a la classe 10 a été, je dirais, redéveloppée pour aider les gens à classifier leur logiciel, pour savoir en fait dans quelle classe leur logiciel va être, tombe. Hein. Donc, bon, pour les initiés, bon, c'est des informations complémentaires. Pour les gens qui découvriraient que leur logiciel peut être considéré comme un dispositif médical, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, en fonction du niveau de classe, hein, la classe 3 en Europe étant la classe la plus élevée qui correspond aux dispositifs, je dirais, les plus dangereux, eh bien, vous allez avoir un effort plus important en termes de documentation technique, en termes de vérification, en termes de validation. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ça m'offre la transition. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est l'effort? Hein, donc, une fois qu'on a déterminé, la première chose, c'est de se rendre compte que son logiciel ou son application mobile est bien un dispositif médical. Le deuxième élément, c'est de définir la classe. Donc 1, 2 ou 3, 2A, 2B pour l'Europe. Et une fois qu'on a défini la classe, eh bien, il faut, ça nous définit un petit peu ce qu'on doit faire pour être en conformité. Donc, pour le logiciel, d'une manière générale, les choses sont assez simples. Très très rapidement, pour l'Europe, on croise la norme 62304 qu'il faut respecter. Et cette norme 62304, elle reprend en fait tout un ensemble de bonnes pratiques de développement logiciel. Voilà. Pour les États-Unis, on va plutôt être sur le PART 820, donc le système qualité, le PART 11, hein, et des guides sur la manière de valider. Alors, clairement, les gens aujourd'hui ont plutôt l'habitude d'avoir des approches papier, des signatures papier, avec des développements en cycle en V, comme on va le voir, je dirais, par la suite. Donc, c'est des méthodes qui ont fait leurs preuves. Hein. Simplement, dans les applications mobiles, les gens ont plutôt l'habitude de travailler en mode agile.
parce que il faut être plus rapide, hein. Et puis surtout, quand vous avez une application sur un store, dès qu'il y a un bug, il faut le corriger tout de suite parce que voilà, ça impacte tout de suite une population beaucoup plus importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation n'impose pas une méthode, enfin n'impose pas, comment dire, des contrôles, mais plutôt, je dirais, une méthode de vérification. Et donc, on peut faire de l'agile aussi, mais simplement, il faut pas, voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre. En résumé, il faut faire du cycle en V, comment dire, à l'intérieur d'une méthode agile. Euh, donc aujourd'hui, on est dans cette mouvance d'applications mobiles médicales sur lequel on doit respecter cette norme 62304, sinon il n'y aura pas de marquage CE et l'application peut être retirée. C'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Donc ça, c'est un cycle en V, je dirais, classique, hein, avec spécification, vérification, la gestion des changements, dans lequel on va avoir une gestion du risque associée au logiciel. Et la norme ISO 13485 dans sa version 2016 indique bien qu'il faut faire de la gestion du risque appliquée au logiciel pour déterminer, sa criticité et puis surtout l'effort de test. On va avoir également aussi des problématiques de gestion des changements, de gestion de configuration, de traçabilité, donc de matrice de traçabilité associée au logiciel, et on aura également des problématiques de documentation. Tout ça dans un monde d'application médicale où il faut aller, je dirais, très vite. Ça pose un ensemble de problèmes en termes d'efficacité. Et puis, il y a quelque chose aussi d'un petit peu nouveau, c'est que sur les applications mobiles, on a un changement de paradigme, il y a des choses nouvelles qu'il faut tester. Comment mon application se comporte avec du réseau, avec un mode avion, si je la fais passer en mode landscape, si j'ai plus de batterie, si mon capteur ne fonctionne pas, bon, etc. Donc là, on a, j'accélère un tout petit peu pour qu'on soit dans le timing, une petite démonstration sur voilà, combien coûte une activité testing dans une activité mobile. Donc voilà, si vous avez une application mobile, voilà, grosso modo 34 tests, 4 releases par an, 1h05 d'exécution d'un test manuel. Ce qui change, c'est que là, vous n'avez pas un Explorer, mais il faut le tester, je dirais, sur 20 appareils. À ce moment-là, vous retrouvez tout de suite avec 450 jours hommes. Donc 450 jours hommes pour une seule application. Vous voyez l'impact que ça a. Donc aujourd'hui, rester en mode papier, c'est franchement compliqué. Voilà. Donc il y a un changement de paradigme parce que les applications mobiles, voilà, elles rebattent les cartes. Et donc l'approche de vérification et de validation, qui est aujourd'hui traditionnellement papier, il faut qu'elle évolue. Et donc je vais passer la main à Cédric, qui va vous présenter une des solutions que l'on met en avant et que l'on intègre et que l'on déploie chez nos clients en partenariat avec HP. Cédric, à toi. Voilà, alors je vais reprendre la présentation. Philippe, il y a déjà deux questions. Pendant que je fais la présentation, tu peux leur répondre peut-être par texte. On reprendra les réponses après. D'accord, je vais essayer d'y répondre, ok. Hop. Voilà, alors pour accélérer le test des applications mobiles, avec HPE, on a la solution Mobile Center. Mobile Center, ça va permettre en fait d'utiliser tous les outils déjà développés depuis longtemps chez HPE pour les tests fonctionnels euh, et d'utiliser ces outils-là sur un mobile. Donc on va pouvoir utiliser Sprinter pour le test manuel que je vais vous montrer juste après, et on va pouvoir faire des tests automatisés avec UFT ou NFT, faire des tests de performance avec LoadRunner et StormRunner, et on pourra aussi avoir d'autres applications mobiles. Alors
je vais commencer par vous montrer une vidéo de Sprinter. Sprinter, c'est un logiciel. Philippe, si vous pouviez couper votre micro, parce qu'on entend des petits bruits. Euh, Sprinter, c'est pour faire du test manuel. On va pouvoir tester le design et l'utilisabilité de l'application. On va avoir des captures d'écran lorsqu'on fait du test exploratoire. Et il va aussi reconnaître les actions qu'on a fait dans l'application. Et on va pouvoir convertir ces tests manuels en tests automatisés. Alors c'est ce que je vais vous montrer sur la démo. Alors, voilà la fenêtre de Sprinter. Sprinter, là, je vais ouvrir juste un test, c'est un fichier qu'on aura, un fichier test qu'on a créé juste avant. Euh, on annonce à Sprinter l'application qu'on va utiliser. Donc là, c'est une application de mobile banking, mais bon, ça peut être n'importe quelle application, hein. Les applications, on les charge dans le Mobile Center. On va ensuite choisir qu'est-ce qu'on veut comme setting sur l'application, qu'est-ce qu'on veut voir sur notre mobile. Donc là, on va surveiller le CPU, la mémoire, tout ça. On va pouvoir choisir est-ce qu'on veut installer ou désinstaller l'application avant, histoire d'avoir un test propre, par exemple, pour avoir Mobile Center va nous permettre d'avoir tout un jeu de mobile qu'on va pouvoir utiliser pour le test. Si on a plein d'applications à tester, on va pas vouloir forcément les installer toutes en même temps sur le sur le mobile. On pourra après, si on a les outils, utiliser la virtualisation de réseau. Donc là, on a lancé le test. Donc on va aller choisir le mobile qu'on veut utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer le test sur un iPhone 5 et dans la 2 secondes vidéo que je vous montrerai, on va le rejouer sur un iPhone 6, d'accord, avec des OS différents, avec un iOS 9.0 et un qui est en iOS 9.3.1. Donc on lance le test. Sprinter ce qu'il fait en fait là, on va avoir une déportation de l'écran du mobile qui arrive sur l'ordinateur. On pourra donc cliquer dessus pour donc voilà, ça c'est le mobile, hein. Lorsqu'on a enregistré cette vidéo, le mobile était juste à côté de nous, hein, branché sur l'ordinateur. Si jamais, pour des raisons d'ergonomie, on veut utiliser le mobile, il n'y a pas de souci. On utilise le mobile, ça enregistre de la même manière. Mais on peut par exemple avoir tout notre banc de mobile qui est dans une autre pièce et on peut se connecter à distance pour enregistrer nos tests, pour exécuter nos tests manuels ou voilà, pour tous les ce qui est tests explorateurs. Là, on voit les métriques que l'on voulait capturer. Dans ce menu ici, on voit qu'on a par exemple, pour l'instant, on a enregistré zéro action, parce qu'on n'a pas encore effectué d'action sur notre test. Donc je vais laisser juste la vidéo s'avancer un petit peu. On verra ensuite le storyboard qui est un résumé de toutes les actions qu'on a fait avec des copies d'écran. Donc là, on va exécuter notre test. Donc on va d'abord se connecter à l'application. On voit ici qu'il a déjà enregistré 5 actions. C'est-à-dire que Sprinter s'est rendu compte des actions qu'on a fait dans le mobile. Ça nous sert par exemple si on veut faire du test exploratoire, on peut faire notre test tranquillement sur le mobile et une fois qu'on aura si on a un problème, on saura exactement le chemin qu'on a tracé avec des copies d'écran pour gérer les bugs. Ça permet beaucoup plus facilement de retrouver les bugs. Là, ce qu'on fait, c'est on va utiliser une fonction de Mobile Center. Donc, on va simuler un SMS pour voir, bah, voilà, comment répond mon application si jamais je reçois un SMS. On peut simuler des appels, simuler les changements de rotation d'écran. Donc vous voyez ici, toutes ces actions-là ont été enregistrées. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'était uniquement exécuter les actions sur le mobile et Sprinter a enregistré toutes ces actions.
Donc ça nous servira dans la seconde vidéo. On verra, on va reprendre ces actions sur un test automatisé, mais ne serait-ce que pour un test exploratoire pour voir par exemple comment fonctionne un petit peu notre application, ça nous permet d'avoir une trace qui a été faite. Là, on va utiliser les fonctions generate test pour euh, generate test d'ailleurs, c'est pour utiliser avec une autre application de HP qui est HP ALM ou Qt Center. Nous, ce qu'on va utiliser là, c'est export to UFT. Donc on enregistre nos données, on va générer le fichier de données et on pourra dans la seconde vidéo ensuite importer ces données dans UFT. Euh, voilà. Donc on va aller voir le storyboard. Donc le storyboard, c'est toutes les actions que j'ai fait. Donc voilà, là j'ai cliqué sur le champ de sur ce champ d'input, je vois une copie d'écran et vous voyez ici toutes mes actions ont une copie d'écran associée, qui a été associée automatiquement. Là, on a utilisé l'écran déporté. On pourrait très bien être juste sur le mobile à faire notre test et ça nous permet d'avoir tout ça qui est tracé pour des points, pour un point de vue réglementaire. On peut, même sans avoir de test écrit, justifier d'un test en ayant les copies d'écran et les actions qui ont été réalisées dans l'application. On pourrait exporter ce storyboard sous forme de fichier Word. Voilà, ça c'est pour Sprinter. Sprinter, ça fonctionne pour les tests, c'est pour les tests manuels principalement. Et on peut avoir cette passerelle, donc on vous montre aujourd'hui entre Sprinter et UFT. Là, je vais vous montrer UFT, qui est la solution de test fonctionnel d'HP. UFT, c'est pour faire les tests automatisés. On peut automatiser les tests sans Sprinter, hein, avec exactement de la même manière. Là, le test que je vais vous montrer a été capturé via Sprinter. On pourrait très bien le capturer depuis UFT. UFT, ce que ça va permettre, c'est de créer plusieurs scénarios de test et de les rejouer à distance, de façon automatique. On va pouvoir exécuter nos tests sur différentes configurations. Alors forcément, on aura une petite adaptation pour faire entre les applications Android et iOS, mais par exemple, si on veut tester sur plusieurs types d'iPhone, avec plusieurs tailles d'écran, avec plusieurs OS, ce qui est exactement ce qu'on va vous démontrer là, le test automatisé, on l'apprend à un smartphone et on va pouvoir le relancer sur autant de smartphones qu'on veut, de configurations différentes. Excusez-moi. Alors voilà, là c'est, j'ai juste importé le fichier qu'on a récupéré précédemment. Donc c'est les mêmes actions qui sont importées en code sur UFT. Donc je vais choisir dans les record analysis action, je vais choisir quelle application je veux relancer. Donc là, je vais relancer sur la même application. Ces applications-là ont été mises dans Will Center. Donc comme vous avez pu voir, c'est passé un peu rapidement, mais ça a été fait sur l'iPhone, ça a été enregistré sur l'iPhone 5, non, enregistré sur l'iPhone 6, et je vais le lancer sur l'iPhone 5. Voilà, c'était ça, c'est enregistré sur l'iPhone 6 et lancé sur iPhone 5 avec des versions d'iOS différentes. Donc là, je vais juste lancer le test. On n'a absolument rien touché au code, c'est ce qui a été généré via Sprinter, ce qui est écrit là dessous. Et on voit en même temps donc on a le lancement de l'application. Alors je peux le laisser un petit peu tourner en tâche de fond. Donc là, il relance l'application. Ça va être exactement les mêmes. Donc ce qu'on peut suivre un peu sur l'écran de gauche, hein, les mêmes actions. Ces tests-là, on peut faire juste des tests fonctionnels, par exemple avec UFT, en disant bah voilà telles infos de la manière que j'ai enregistré là. Donc c'est très très facilement on peut arriver à des tests fonctionnels et en mettant un petit peu plus d'intelligence derrière le test, on peut faire des tests complets avec des tests de défaillance, des vérifications au sein du FT, on peut ressortir des rapports d'exécution après sous forme de fichiers Word qui comprennent toutes les copies d'écran. On peut paramétrer ces tests-là. Donc voilà, là
le transfert s'effectuait correctement, on voit bien le transfert qui apparaît. Donc ça, ces actions-là se font via, via UFT. Donc voilà pour les tests automatisés. Le test automatisé nous permettra en fait de garder plus, d'exécuter plus de cas tests et sur plus de configurations différentes. Voilà. Je vais peut-être relaisser la parole à Philippe pour compléter et peut-être répondre aux questions. Oui, alors, on essaye d'être un peu short, mais de respecter le timing. Est-ce qu'il y a des questions? Je te laisse gérer la logistique. Oui. Alors peut-être nous l'envoyer par chat et puis à ce moment-là, on y répondra pour tout le monde. Alors juste, je vais lire les questions qui ont déjà été posées, qui ont été... ou peut-être Philippe, je te laisse répondre aux questions qui ont été posées à tout le monde. Non, mais je vais plutôt prendre de nouvelles questions. Non, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc juste, je vais répéter pour tout le monde. Vous pouvez voir dans le document à distribuer, ADN HPEMC.pdf, c'est la présentation qu'on vous a montré. Les deux vidéos que je vous ai montrées sont disponibles sur YouTube. Elles sont expliquées dans la vidéo. Pas exactement ce que j'ai dit, mais elles sont expliquées d'une manière. Une autre question, Philippe. Oui, alors j'ai une question. La question c'est, existe-t-il des banques de tests fonctionnels préétablies pour répondre aux exigences des guidelines dans les fonctions d'app standard? Voilà, c'est une très bonne question. Non, et on n'a pas de banque de tests, je dirais, standard. Par contre, on peut les constituer, et c'est ce que font, je dirais, certains clients. Ils constituent en fait des bibliothèques de tests, et ces bibliothèques de tests, ils les réutilisent. Donc ça peut être soit des bibliothèques de tests manuelles, soit des bibliothèques de tests, je dirais, automatisées. Bon, ça va dépendre du niveau de maturité des applications et des équipes de développement. Mais c'est quelque chose que, oui, il est tout à fait possible de faire, d'avoir des librairies de tests, voire des librairies de tests paramétrables. Je vais juste relire une des questions qui a déjà été posée, parce qu'elle me semble intéressante. Quid des contraintes exigences liées au support tablette, smartphone, écran dédié, Android et iOS? Voilà, c'est justement un des problèmes de la validation des applications mobiles, c'est qu'on a énormément de configurations différentes à tester. Alors, il faut aussi savoir que avec HP Mobile Center, on a deux possibilités. On a soit on a l'appareil qu'on a branché et qu'on connecte à notre Mobile Center. On peut aussi louer des appareils dans le cloud. Donc HPE a modifié récemment ses offres là-dessus, donc je connais plus leurs nouvelles offres, mais ils font, il me semble, de la location d'appareils dans le cloud. Donc on n'a pas à acheter les appareils, on a juste à dire bah voilà, moi je voudrais tester sur un Android, sur une tablette, sur je ne sais quoi, et on peut louer la tablette pour notre test. On a développé notre test, on le lance, et après, voilà, on n'a pas acheté à s'occuper de la logistique, on n'a pas à s'occuper de tout ça. Et tout ça, c'est compatible avec Mobile Center. On peut faire nos tests manuels avec Sprinter ou nos tests automatisés avec UFT. Alors j'ai une autre question qui a le mérite d'être directe. Les tests proposés par HP permettent de répondre à la 62304 et à la 62366. En termes de documentation, ces outils permettront d'éditer des rapports de test. Alors,
dans la suite HP, effectivement, il y a la possibilité de stocker les tests, entre guillemets, avant exécution et les tests, je dirais, après exécution, et suite à ça, de sortir des rapports. Il y a la possibilité également d'implémenter les processus, je dirais, de gestion des changements, de gestion de configuration, qui sont indiqués dans la 62.304. Okay, parce que là, on a montré uniquement la partie test, mais bien sûr, dans la 62.304 et dans la 62.306, bon, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, pour la 62.304, il y a des solutions chez HP, et notamment qui vont vous permettre également aussi de vous connecter avec vos outils d'agilité. Et donc de sortir les documents et les rapports de test. Hein, et de faire les analyses de risque également dans l'outil, puisqu'on peut gérer les exigences et les risques associés, et les raccrocher donc au test. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Si une dernière question, on peut y répondre, sinon je pense qu'on va arrêter pour rester dans le délai. Bien. Bien, écoutez, on vous remercie du... Ah, d'accord, les sous. Ok. Les sous, donc vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de travailler soit en mode on-premise, d'accord, c'est d'avoir l'ensemble de l'outillage, je dirais, chez vous, soit de travailler en mode, je dirais, cloud. Donc là, on est plus dans une offre SaaS, je dirais, dite de location. Et donc, en fonction de ça, Juste une précision, Philippe. Ça dépend en fait ce qu'on veut faire. Si on veut uniquement Mobile Center et UFT, voilà. En fait, il y a deux choses à voir plutôt. C'est il y a la plateforme ALM sur laquelle on va enregistrer tous les tests, les exigences et faire tous les rapports dont on a parlé à la question d'avant. Donc c'est cette offre-là, on pourra avoir l'offre SaaS ou l'offre on-premise. Et sinon, pour Mobile Center, on aura Mobile Center et UFT. Avant UFT, on n'a pas vraiment d'offre SaaS et Mobile Center. Enfin, il me semble pas, mais après je. Alors sur ALM en mode location, sur ALM en mode location pour 5 utilisateurs, il faut compter environ 9 000 euros. Donc Okay, ALM, c'est pour les exigences, les tests et les traçabilités. Voilà. Et sur Mobile Center, il faut qu'on regarde parce qu'il y a des offres. Je crois que les prix sont en train d'être repackagés pour être, je dirais, plus attractifs. Donc là, on se propose de revenir vers vous pour ceux qui seraient intéressés par la partie prix. Alors, avant de clôturer, je voudrais insister sur un point, c'est qu'en amont de l'outillage, hein, on fait du conseil sur de la 62.304 pour déjà, ou ne serait-ce que déjà pour savoir dans quel type de classe votre dispositif ou votre logiciel tombe. Hein, et ensuite, on est capable de vous aider avec différents types, je dirais, d'outillage pour mettre en œuvre la 62.304. Hein. Donc, vous aider à la fois en termes de conseils, de formation et d'outillage. Donc, c'est pas que l'outillage. Eh bien, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci à vous pour la pertinence de vos questions. À bientôt.